Bonjour à tous, la dernière vidéo était une analyse de la série médicale Grey's Anatomy. Ça vous a plu et vous avez été très nombreux en commentaire à réclamer un autre épisode sur une autre série. Beaucoup de noms sont revenus en commentaire. Pour cet épisode, j'ai retenu la série Dr House. Alors contrairement à la série Grey's Anatomy où je m'étais plus attardé un petit peu sur le comparatif entre comment ça marche l'hôpital là-bas et comment ça marche ici, aujourd'hui sur Dr House, on va s'attarder plus sur le côté médical pur, sur le côté technique. Et moi, en tant que médecin, parce que oui, je suis médecin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Walid Mekedem, on me connaît ici sous le nom d'Avicenne, mais je suis médecin et je vais analyser un épisode sur le plan vraiment médical pur, et on va voir un petit peu si ce qu'ils disent justement dans les épisodes de Dr House, c'est vrai ou c'est du fake. En tout cas, on va essayer de débriefer un petit peu. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, sur ce, on commence à regarder notre épisode. Bon, je mets mes écouteurs et on va pouvoir commencer. Et je l'ai dit au mien, casse pas. Bah, quoi? Bon, alors qu'est-ce que présente cette dame? Là, à l'instant, on regarde justement cette séquence. Elle présente ce qu'on appelle une aphasie. Une aphasie, c'est quand justement on a un trouble finalement du langage, comme ça, en tout cas de l'articulé qui s'installe de manière brutale. Et ça va être un des symptômes d'ailleurs qu'on va retrouver dans l'AVC. Si vous êtes devant par exemple une personne qui d'un seul coup n'arrive plus à parler, il faut appeler le 15, d'accord? Parce qu'on est peut-être devant un AVC. Est-ce que c'est ce que fait cette dame? Bah, on va revoir un petit peu justement dans la suite de l'épisode. Et elle tombe par terre. Et là, ce qu'on vient de voir, elle est au sol, elle chute et elle fait des mouvements anormaux. Bah, c'est ce qu'on appelle des convulsions. Donc là, on a un tableau d'aphasie et voilà, de malaise avec convulsion. Qu'est-ce que ça peut être? J'avoue, là, je ne sais pas trop, va falloir faire des examens. C'est une lésion. Et la petite tache verte qui est au milieu de la plus grosse tache bleue sur la carte, c'est une île. Alors là, l'image qu'on a devant nous, c'est une IRM cérébrale. Donc si je m'arrête rapidement, je reviens sur l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, finalement, pas grand-chose. Il y a un hypersignal au milieu, là, le point blanc. Donc qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, ça ressemble pas franchement à une tumeur cérébrale. Peut-être une lésion inflammatoire. On voit, on dirait qu'il y a un petit peu d'œdème autour. Je ne sais pas trop, mais bon, affaire à suivre. Le docteur House rencontre rarement les patients. Ce n'est pas pour traiter les patients qu'on est devenu médecin? Non, c'est pour traiter les maladies qu'on est devenu médecin. Traiter les patients, c'est ce qui rend la plupart de nos confrères malheureux. Alors, petit aparté, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Du coup, là, c'est un petit peu justement, pas la théorie, mais l'idée comme quoi il faut être très détaché justement des malades, des patients, pour pas être dans la sympathie. C'est-à-dire la sympathie, c'est pas l'empathie. L'empathie, c'est être à l'écoute, savoir entendre ce que justement les gens ont à dire, comprendre, mais à la différence de la sympathie où vraiment on vit les choses avec eux et où justement, comme Dr House le dit, on peut être finalement détruit du fait de toute la charge qu'on se prend, de la charge, voilà, la souffrance, la douleur, les peines, etc. Alors dites-moi un petit peu quelle approche vous pensez être idéale justement dans la relation avec le malade. Bon, enfin bref, c'était la petite parenthèse, mais c'est bien d'avoir un petit peu votre avis. On va continuer un petit peu sur les points un peu plus techniques. Nous injectons du gadolinium dans une veine. Il se répartit dans votre cerveau et agit comme un produit de contraste pour l'imagerie à résonance magnétique. En gros, les anomalies éventuelles s'allument comme un sapin de Noël. Bon, du coup, là, finalement, on a déjà fait une IRM, et là, ils leur font une IRM avec une injection de produit de contraste, ce qu'on appelle du gadolinium. À pas confondre avec le produit de contraste qu'on injecte quand on fait un scanner, qui est un produit de contraste iodé. Là, c'est différent, c'est du gadolinium, et du coup, ça peut permettre de mettre en évidence des lésions peut-être plus anciennes au niveau du cerveau, qui vont permettre un petit peu de comprendre. Par exemple, dans la sclérose en plaques, souvent on utilise cette injection de produit pour voir s'il y a déjà eu en fait des manifestations inflammatoires dans le passé. Parce que quand on va faire l'IRM au moment de la crise, par exemple la crise qui va être inaugurale et qui va dire qu'il se passe quelque chose, et bien on va faire une IRM, on va injecter ce produit pour voir si dans le passé déjà il s'est passé quelque chose. Je me sens pas bien.
Bon, une IRM, c'est assez stressant, vous avez vu, c'est assez fermé. On a vraiment la tête bloquée dans un truc comme ça quand on fait une IRM cérébrale. En plus, ça fait beaucoup de bruit. Et une IRM, en général, ça dure quand même entre 10 et 20 minutes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les techniques d'imagerie, je vais bientôt faire des vidéos avec un radiologue. Du coup, dites-moi un petit peu en commentaire ce qui vous intéresse de voir dans le domaine justement de la radiologie. Où on pourra faire un peu des vidéos en immersion. Elle est un peu en train de suffoquer là, j'ai l'impression. Bon, à mon avis, ce qui a été mis en évidence ici, c'est qu'au niveau justement du larynx, de la gorge, il y a eu un œdème qui comprime les voies respiratoires. Donc elle est sûrement en train de faire un choc anaphylactique, c'est-à-dire une réaction allergique très importante du fait de l'injection du produit. Elle ne respire plus. 0,5 d'épinéphrine. Elle ne respire plus, donc choc anaphylactique. J'arrive pas à ventiler. Bon, ils n'arrivent pas à la ventiler. Trop d'œdème. Où est le Ils kit de n'arrivent pas à trachéo? l'intuber. Parce que c'est trop gonflé, ils n'arrivent pas à intuber. Du coup, là, ils vont faire une trachéotomie, c'est-à-dire qu'ils vont faire un trou ici au niveau de la gorge pour mettre une canule et pouvoir justement injecter de l'air sans passer par la bouche parce qu'ici, c'est bloqué. Alors, ce qui m'étonne dans ces séries américaines, c'est qu'en fait, le médecin qui est médecin, on ne sait pas trop quoi, en fait, il ne sait plus faire quoi. Il fait l'IRM, il fait l'interprétation de l'IRM, il fait la trachéotomie, en même temps, c'est lui qui fait la prise en charge diagnostique, etc. Enfin, bref. Juste petit moment technique aussi, on voit la dame qui tient justement le ballon pour injecter de l'air, elle fait comme ça, pou, 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 pou. Faut vous dire que quand on fait ça, c'est trop rapide. Calez-vous un petit peu sur votre respiration et vous vous rendrez compte que sur une respiration normale, on ne respire pas. Non, quand on injecte de l'air avec ça, il faut se caler sur la respiration, d'accord, sur un rythme respiratoire normal. Enfin bref, c'est un petit mot technique, mais on est là aussi pour ça. Il faut qu'on sache s'il y a des facteurs environnementaux ou génétiques à l'origine de la réaction inflammatoire. Je croyais que tout le monde mentait. Ah. Du coup, là, il précise qu'il y a une réaction inflammatoire, donc ça a dû être vu dans le sang. Peut-être qu'il y a des marqueurs en faveur de l'inflammation. Donc, il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Du coup, on a une aphasie, des convulsions, on a une lésion au niveau de l'IRM qu'on n'arrive pas trop à identifier. Et à côté de ça, justement, on a des marqueurs d'inflammation dans le sang. Bon, qu'est-ce que c'est? Corticoïdes. Mettez-la sous corticoïdes. Haute dose de prédnisone. Bon, il veut partir du coup sur des corticoïdes. Les corticoïdes, c'est des puissants anti-inflammatoires. Maintenant, c'est quand même un médicament, c'est pas rien comme médicament. Et qui plus est, si derrière il y a une cause infectieuse, ça risque de pas arranger les choses. Mais peut-être qu'il part sur une maladie un petit peu de système, une maladie inflammatoire. Souvent, dans Dr House, on entend souvent la phrase « est-ce que c'est un lupus ?» Bon, moi j'avoue, je regarde pas trop, mais quand on regarde un petit peu les affiches Dr House, etc., à chaque fois, il y a ce mot qui sort. Donc, bon, lui, il part sur corticoïdes. Vous pensez que c'est peut-être une vasculite cérébrale, c'est ça? L'inflammation des vaisseaux cérébraux est extrêmement rare, surtout chez une personne. Bon, voilà, c'est ce que je disais. Ils pensent à une maladie un peu de système, une maladie inflammatoire. Eux, ils utilisent le terme vasculite. Nous, on dit plus vascularite. Alors, il se dit que si c'est ça, en mettant des corticoïdes, ça peut soulager sûrement la patiente. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, alors là, je vous passe un petit peu le passage, mais la dame est en train de discuter avec le médecin de la vie en général parce que justement, ça va mieux. Donc, sous corticoïdes, bon effet. Et bon, on va voir un petit peu c'est quoi la suite, mais est-ce que c'était bien une vascularite? En tout cas, on lui a mis les corticos et d'un seul coup, tout va bien. Je suis aveugle. Ça, c'est pas bon par contre. What the fuck? Oh, il faut pas. Bon, la comédienne, elle abuse un petit peu là sur les convulsions. En tout cas, cécité, brutale, elle perd la vue et puis elle reconvulse après une période justement où ça allait mieux. Mais en tout cas, avec les corticoïdes, il y a un effet un petit peu transitoire, un peu effet lune de miel et finalement ça fait pire que mieux, elle a perdu la vue. Alors là aussi, je ne montre pas toute la séquence, sinon ça va être trop long, mais petit délire là dans la série américaine, Dr House, il dit à un de ses médecins d'aller chez la femme pour enquêter un petit peu sur ce qu'elle pourrait prendre en termes voilà, de médicaments ou de cosmétiques ou de nourriture. Comme si nous, on allait envoyer justement des médecins
enquêter à la maison. En tout cas, c'est pour la série. Et du coup, là, ils reviennent un petit peu sur ce qu'il a trouvé. Et Dr House, d'un seul coup, il a un déclic. Je vous montre la séquence. Vous avez dit n'avoir rien trouvé. Non, j'ai rien trouvé À part du jambon. Et alors? Là aussi, on a envie de dire. Et alors? Et alors, qui dit jambon dit porc, et qui dit porc dit neurocysticercose. Ténia? Vous pensez qu'elle a un verre dans le cerveau? Mais oui, ça colle. Et voilà. Et du coup, donc, la neurocysticercose. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une infection parasitaire, un ténia, donc vous connaissez, là, les vers solitaires, finalement, qui vont se loger au niveau de l'intestin, mais qui vont pondre finalement des larves, etc., qui vont circuler un peu dans la circulation sanguine. Il y en a beaucoup qui vont se loger finalement dans les muscles, c'est ce qu'on appelle la cysticercose, avec des larves, enfin des ténias qui vont pouvoir se développer, rester là pendant des années, et d'autres qui vont aller justement dans le cerveau. Et du coup, ça pourrait expliquer les symptômes, sachant que la neurocysticercose, en France, c'est pas très répandu, mais en tout cas dans les pays en voie de développement, etc., c'est une des premières causes justement d'épilepsie, en fait, de convulsions. Et donc c'était un petit peu le tableau justement initial qu'on a vu en début de vidéo avec la dame qui tombe et qui fait des convulsions. Et après, évidemment, ça peut expliquer aussi tous les problèmes un peu neurologiques, aphasie, confusion, etc. Monsieur le neurologue, qu'est-ce qui se passe quand on donne des corticoïdes à une personne atteinte de ce parasite? D'abord, son état s'améliore et ensuite il s'aggrave. Voilà, donc ça c'est un élément en faveur, en tout cas, mais c'est pas un élément de certitude. Pour avoir le diagnostic de certitude, il faut avoir un prélèvement en faveur d'eux. Donc on va voir un peu comment ils vont s'y prendre. Il faut faire une radio, mais pas une radio du cerveau, une radio de la cuisse. Ces saloperies adorent ce fourré-là. Si elle en a un dans la tête, je vous garantis qu'elle en a un dans la cuisse. C'est pas con. Alors dans la cuisse ou ailleurs finalement, parce que j'ai dit la cysticercose, donc c'est une maladie où on va avoir des ténias qui vont aller dans les muscles. Donc si c'est des jeunes larves en radio, on va rien voir. La radio, ça permet pas de voir des larves. Par contre, en fait, si elles sont là depuis très longtemps et qu'elles sont calcifiées, et ben effectivement, ça peut se voir sur une radio. Donc j'imagine là ils vont faire une radio et sûrement ils vont voir ça. Ceci est une larve de verre. Et si elle est dans ma cuisse, elle est dans mon cerveau aussi? Peut-être. Il vous faut... Donc voilà un petit peu dans cet épisode comment ils partent du coup sur le diagnostic de neurocysticercose. Évidemment le meilleur diagnostic c'est de faire un prélèvement. Mais bon là ils sont pas partis sur cette idée. Sachant que dans le cerveau il y avait juste une lésion inflammatoire justement à l'IRM. Ils ne voyaient pas des kystes, des larves, des choses comme ça. Mais en plus de ça, de cette lésion inflammatoire, des convulsions, de la dégradation sous corticoïdes et puis maintenant d'une larve finalement enquistée dans la cuisse, bon bah ils sont quasiment sûrs et du coup je suppose que ça va partir sur le traitement. Albendazole. Voilà, albendazole, donc c'est un antiparasitaire comprimé, donc on va prendre ça pendant je sais pas combien de temps. J'avoue que je traite pas les neurocysticercoses tous les jours, donc je saurais pas vous dire c'est quoi la posologie, combien de temps faut le prendre, mais on va voir finalement si ça marche. Si on vous le demande, vous avez 11 filles et 5 fils. Voilà. Vous allez bien? Je suis contente de vous. Et voilà l'histoire qui se termine bien. Et du coup, le cas du jour, c'était une neurocysticercose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, c'était intéressant et c'était pas trop tiré par les cheveux parce que finalement, la neurocysticercose, c'est quelque chose de fréquent dans beaucoup de pays du monde. C'est pas fréquent dans nos pays, mais ça existe en masse. Donc là, c'est un petit peu, on va dire, atypique que ça se passe comme ça aux États-Unis, mais rien n'est impossible. Et finalement, la présentation du tableau clinique, des examens qui ont été faits, c'est pas non plus farfelu, hein. On a une dame qui fait une crise convulsive, finalement qui a une lésion inflammatoire au niveau du cerveau, une inflammation au niveau du sang. On voit rien de spécial vraiment sur l'IRM, donc on se demande ce qui se passe. On teste un traitement corticoïde pour calmer une inflammation, il y a un effet d'huile de miel, mais après, paf, ça repart. Et puis, en réfléchissant un petit peu, on pense justement à la neurocysticercose. Et puis, on voit qu'il y a finalement une larve enquistée dans les muscles. Et on met un traitement antiparasitaire et ça va mieux. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi un petit peu en commentaire sur quelle série vous voudriez que je fasse justement une autre analyse. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.